Salut, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, on va encore s'entretenir sur une autre thématique assez importante, toujours dans le cadre de la géopolitique. La semaine dernière, nous avons entendu, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas ceux qui suivent les infos, un rehaussement de ton du côté de Washington où s'est tenu le énième sommet de l'OTAN. Les membres de l'OTAN ont émis un cri d'alarme, mais selon quoi de la situation plus ou moins inquiétante du rapprochement stratégique entre les deux géants que sont la Chine et la Russie. En fait, ces deux géants ici ont toujours entretenu des relations par le passé. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il s'agit des deux membres de BRICS. Mais ce qui est inquiétant ici par l'OTAN, c'est de voir à quel point ces deux géants se rapprochent sur le plan de la défense, de l'armement. Ils ont des accords économiques et plein d'autres accords d'ailleurs, mais ces derniers temps, il y a eu beaucoup de rapprochements sur le plan militaire et de la défense. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu un exercice militaire entre les deux pays. Et ça, c'est quelque chose qui alarme les pays de l'OTAN. Mais dans tout ça, quel est le positionnement de l'Afrique? Il s'agit de ça dans cette émission. Allez, on y va. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Salut, moi c'est Jonas Mayala et j'ai le réel plaisir de venir auprès de vous pour m'entretenir sur un sujet important dans le domaine de la géopolitique et tout ce qui se passe un petit peu dans le monde, dans le même but de réveiller les consciences sudistes et de montrer aux sudistes qu'il y a toujours de l'espoir et qu'il faut ces donner de la valeur, puiser dans les ressources plus ou moins naturelles, intellectuelles et de se dire que nous avons aussi un mot à dire. Dans le monde, il se passe deux choses. L'Afrique n'est pas là seulement pour jouer le rôle du spectateur. La semaine dernière, on l'a vu, on l'a suivi du côté de Washington aux États-Unis, où il s'est tenu le énième sommet de l'OTAN. Et l'OTAN a traité plein de thématiques et plein de sujets. D'ailleurs, c'est lui qui était en haut de liste et c'est notamment le dossier de l'Ukraine, où le membre de l'OTAN a encore réitéré l'engagement parce que d'ailleurs, si vous voulez bien, M. Zelensky a fait même le déplacement, il a été l'invité d'honneur à Washington, où le membre de l'OTAN lui ont promis soutien, assurance, qui seront là. Et d'ailleurs, ils ont fait une déclaration qui a fait bouger la Russie, déclaration qui a fait bouger la Russie, une déclaration du type que le chemin ou le processus de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN commence à être irréversible. Et c'est une parole qui a tellement choqué la Russie, qui a d'ailleurs réagi, non seulement en parole, mais aussi en acte. Mais au-delà de tous ces dossiers-là, il y a eu un autre. Cet autre-là, c'est que les membres de l'OTAN s'inquiètent du rapprochement stratégique entre la Chine et la Russie. Voilà. Que ces deux pays se rapprochent de plus en plus, surtout sur le plan de la défense, de l'armement. Et d'ailleurs, ils vont utiliser des termes du type « cela menace la sécurité et l'ordre mondial ». Il faut savoir qu'il existe un ordre mondial. Il y a certains qui se disent « ouais, l'ordre mondial, est-ce que ça existe et tout et tout ?» Mais oui, il existe un ordre mondial, un ordre international, et cet ordre-là, c'est là qu'on voit les États-Unis en tête, et les États-Unis règnent, gouvernent avec l'appui d'autres pays de l'OCDE. On parle ici de l'Europe occidentale. On peut prendre quelques pays aussi un peu partout, comme le Japon, l'Australie, Nouvelle-Zélande, le Canada. Donc voilà, ça, ce sont des pays qui accompagnent le système occidental. Et donc, les pays des BRICS s'élèvent comme le contrepoids et veulent que les choses changent. Et pourquoi les choses doivent changer? Ça, c'est important. Et c'est d'ailleurs là, on va voir un petit peu c'est quoi le positionnement de l'Afrique. Sur le plan contextuel, il faut comprendre ici que voilà, tout serait parti d'un rêve dit américain. Les États-Unis d'Amérique avaient présenté un plan de développement mondial, ce qu'on va appeler ici la globalisation ou la mondialisation.
Ces plans consistaient justement à amener les gens, à toutes les sociétés du monde vers le stade qu'on appelle la consommation de masse, comme la plupart des pays occidentaux, et les États-Unis en tête d'ailleurs. Ça veut dire passer des différentes phases. On peut parler ici de la théorie de Rostov, qui montre un petit peu les différentes phases vers le développement de la société traditionnelle jusqu'à la société à la consommation de masse. Ça veut dire que une société qui est poussée vers la consommation, il faut consommer, il faut produire plus, il faut pousser les gens à consommer. La consommation booste la croissance économique. Plus on consomme, plus on en a besoin, plus on développe, plus on exploite et tout. Et sauf que à un moment donné, ils se sont rendus compte que la Terre n'était plus capable de pouvoir donner assez de ressources afin de développer tout le pays. C'était plus possible. Certains scientifiques sont allés jusqu'à dire que pour maintenir le niveau de développement qu'il y a par exemple aux États-Unis et en Europe, pour tous les pays du monde, il faut au moins 3 planètes Terre, avec le même niveau, les mêmes quantités de ressources, mais tout en gardant le même nombre de populations qu'il y a sur une seule planète Terre. Donc, pour montrer que voilà, ce n'était pas possible. C'est pas possible d'amener tous les pays vers ce chemin-là, vers ce rêve dit américain. Et alors, ceux qui l'ont compris se sont dit, mais tiens, c'est pas possible d'amener tout le monde là. Et donc, ils se sont résolus, selon certains pays, à pouvoir s'accaparer du pouvoir, le plaisir ou la possibilité de se développer au détriment d'autres pays. On est un petit peu dans ce modèle-là. Avec les États-Unis en tête, les pays occidentaux se tiennent, un développement plus ou moins équitable entre eux, mais les Suds en pâtissent parce que les Suds, il faut aller prendre les ressources là-bas, c'est dont on a besoin pour soutenir le modèle de développement qui est défendu par l'Occident. C'est pas possible de développer de cette façon tous les pays. Et les pays des BRICS, ici on parlait de la Russie, de la Chine, du Brésil, l'Afrique du Sud, de l'Inde. Et ça s'est étendu depuis le mois de janvier cette année. D'ailleurs, on a ajouté d'autres pays comme les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie. Si je ne me trompe pas, il y avait l'Argentine qui était censée entrer. Je ne sais pas s'il est entré, mais en tout cas, il y a 4 pays qui se sont ajoutés, je pense. L'Éthiopie, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis. Il y a aussi l'Iran. Et aujourd'hui, on parle des BRICS+. Voilà. Alors, eux, ils disent qu'il faut penser plutôt à un autre modèle. Un modèle dit multimodal, multipolaire. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir juste un boss qui est au sommet, ça veut dire les États-Unis, et les autres sont en bas et suivent sans réfléchir les autres et condamnent qui sont donnés par la hiérarchie. Donc, il faut combattre ces modèles et basculer plutôt dans un modèle qui est beaucoup de puissance intermédiaire. Ça veut dire, dans chaque zone, peut-être on peut avoir des puissances régionales ou, sur le plan économique, avoir des pays qui sont leaders dans différents secteurs d'économie. Ça veut dire, tel pays, c'est la puissance mondiale dans telle matière, tel pays, c'est la puissance mondiale dans telle matière, ici, c'est dans l'armée, là-bas, c'est dans la chimie, là-bas, voilà, c'est un petit peu le modèle qui est présenté par les pays membres de BRICS. Comme ça, on ne va pas être tous tournés vers un leader qui donne des ordres. Et d'ailleurs, comme le modèle occidental semble avoir échoué. Et cet échec ici est raconté même au niveau des pays de l'OCDE. Ce n'est pas quelque chose qui est raconté juste par les ennemis, ça veut dire le pôle adverse qui est les BRICS, mais même au sein des pays de l'OCDE, cet échec est raconté, que c'est un échec flagrant. La mondialisation, c'est un échec selon le plan initial. Il n'était pas prévu qu'il y ait tout ce qu'il y a aujourd'hui. Nous voyons autant de crises migratoires, crises climatiques, crises de l'environnement au niveau de la santé. Donc, ça montre beaucoup de failles. D'ailleurs, les pandémies, ça se répand. Des maladies peuvent facilement se répandre à cause de la mondialisation. Les gens voyagent trop, les gens se déplacent beaucoup et tout. Et on peut voir aussi ici le fait de trop exploiter la nature, la terre ne tient plus et des réponses, les conséquences, c'est des réchauffements climatiques, des dérèglements climatiques. Aujourd'hui, ça devient l'une des plus grandes luttes du siècle, les dérèglements climatiques, pardon. Voilà. Donc, les conséquences et l'échec est là. Il faut penser sur un autre modèle. Il faut aller plutôt vers un autre modèle qui va permettre à d'autres peuples d'évoluer aussi dans la dignité. Il faut savoir, aujourd'hui, la plupart des pays du Sud,
sont quasi humiliés, même dans les sommets internationaux, dans les organisations internationales, notamment les Nations Unies et d'autres, comme l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du travail, l'Organisation mondiale du commerce. Les pays du Sud sont littéralement humiliés parce qu'on dit que c'est des pays pauvres. Ça, le BRICS ne partage pas cette vision. Et alors là, il y a guerre. Il y a guerre entre les deux blocs. Comme à l'époque de la guerre froide, entre les États-Unis, le bloc états-unien et le bloc de l'Union soviétique, l'URSS. Mais aujourd'hui, ça prend d'autres ampleurs, d'autres envols. Mais maintenant, dans tout ça, quel est le positionnement de l'Afrique? C'est important de se poser cette question. Est-ce que l'Afrique serait là en train juste d'observer? Toutes les organisations des pays occidentaux, il n'y a pas un seul pays africain. Les seules organisations où on retrouve et à la fois les pays occidentaux et les pays africains, ce sont les organisations plutôt mondiales, comme les Nations Unies, comme le commerce international, l'Organisation mondiale du commerce, comme l'Organisation mondiale du travail, et comme voilà, l'Organisation mondiale de santé, toutes ces organisations mondiales. À ce moment-là, on peut retrouver, mais d'autres organisations régionales, sous-régionales, et certains vont dire, non, on est sur des continents différents. Mais non. Quand vous prenez l'OTAN, l'OTAN prend les pays de l'Amérique du Nord et les pays de l'Asie, l'Europe occidentale. Voyez. Et on peut prendre les pays du G7, les 7 grandes puissances. C'est des pays qui sont un petit peu éparpillés sur plusieurs continents. Ici, on parle de 3 continents même. Donc, il n'y a pas de raison de dire que voilà, tiens, parce que c'est sur des continents différents, on peut pas faire un truc. Et les BRICS, on salue quand même cette volonté de pouvoir intégrer d'autres pays dits un peu arrière, reculés. Ça veut dire que sur le continent européen, africain, il y a, sur le continent européen, il y a un pays qui est la Russie. Sur le continent asiatique, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a les Émirats arabes unis. Sur le continent américain, il y a le Brésil. C'est déjà une volonté de la globale, une volonté de multipolarité. Ça veut dire plusieurs pays sur plusieurs continents pour construire quelque chose d'ensemble. Il y a une volonté, je ne dis pas que c'est parfait le BRICS, mais il y a quand même une volonté géopolitique, une volonté géographique de pouvoir inclure un petit peu tout le monde, d'inclure quand même les pays qui font des efforts. Parce qu'on ne peut pas prendre tout un continent comme le continent africain et qu'aucun pays ne figure sur, dans des organisations régionales ou sous-régionales avec les pays occidentaux, les pays de l'OCDE. C'est compliqué. Bon, bref. Et alors là, quel est le positionnement de l'Afrique? Faut savoir aujourd'hui, le combat est rude entre le bloc occidental, ça veut dire l'OTAN ou les pays de l'OCDE, tout simplement, et les BRICS. Les BRICS devient la partie parallèle. Ça veut dire que ça devient comme une puissance parallèle, une puissance alternative, une puissance qui inspire un petit peu confiance aux pays du Sud. Mais sauf qu'il ne faut pas oublier un peu la cartographie des pouvoirs et des puissances. C'est assez courant d'apprendre que voilà, l'Union européenne, il y a des pays qui sanctionnent d'autres pays, on en entend parler, d'ailleurs c'est quelque chose qui se fait de plus en plus courante, en tout cas dans certains pays on parle de sanctions. On sanctionne tel pays et tel pays, on sanctionne tel pays, on sanctionne tel dirigeant, on sanctionne. Mais on ne connaît pas le droit. Moi, j'ai pas fait les droits. Ceux qui ont fait le droit, ou même le droit international, vous allez voir que les sanctions ne sont possibles que si vous êtes investi d'un certain pouvoir, d'une certaine autorité légale sur le pays ou le membre qui vous sanctionne. Je prends un exemple ici. Pour parler des sanctions, il faudrait que celui qui sanctionne fasse au moins partie de la même organisation. Ça veut dire une organisation peut sanctionner un pays, membre de cette organisation. Et ici, l'organe compétent qui peut sanctionner n'importe quel pays dans le monde, c'est les Nations Unies. Par son organe le plus puissant qui est le Conseil de sécurité. On comprend que le Conseil de sécurité prononce des sanctions, déclare des sanctions sur un pays, l'embargo et tout, ça se comprend parce que ce pays-là fait partie de l'organisation internationale, de l'organisation des Nations Unies. Et voilà. Mais
vous allez apprendre fréquemment que l'Union européenne a sanctionné la Russie. Sur le plan de juridiction, sur le plan légal, l'Union européenne n'a aucune autorité de sanctionner la Russie. La Russie ne fait pas partie de l'Union européenne. La Russie n'est pas membre de l'Union européenne. Sur le plan légal, ça n'a aucun sens que l'Europe, l'Union européenne, sanctionne un pays non membre de l'organisation. Et pourtant, on le voit. On voit les États-Unis sanctionner, par exemple, des pays à titre personnel. Mais les États-Unis n'ont aucun droit de sanctionner un autre pays, et surtout un pays souverain. Les États-Unis n'ont aucun droit légal. Ce sont des choses qui sont contestées. Comment les États-Unis peuvent-ils sanctionner à titre personnel, par exemple, un pays comme la Russie? Ça n'a aucun fondement légal. Ils peuvent peut-être, on peut parler des sanctions dans le sens où c'est des pays qui font des échanges internationaux et donc la Russie, les États-Unis peuvent bloquer les frontières, peuvent punir la Russie dans des accords qu'ils ont, des accords bilatéraux. Donc là, on peut encore comprendre. On peut encore comprendre, rendre un peu difficile telle chose, se retirer de tel accord et tout. Je ne sais pas si on peut appeler ça sanction. Ce n'est pas une sanction, en principe. Une sanction, c'est une autorité supérieure sanctionne un pays, un membre inférieur. Il faut que celui qui sanctionne soit supérieur à celui qu'on sanctionne normalement. C'est comme la loi. La loi est au-dessus de tous ceux qui sont sous cette loi-là. Et c'est pour ça que quand on prononce des sanctions, c'est au nom de la loi. Tout le monde est censé fléchir devant la loi. Si un pays doit sanctionner un autre pays, on ne peut pas appeler ça sanction. Parce que ces pays-là, il n'y a aucune juridiction, n'a aucune autorité légale à pouvoir soumettre un autre État. Si ce n'est les organisations internationales qui sont investies de cette autorité-là. On voit l'Union africaine qui a sanctionné le Niger, qui a sanctionné, voilà, ça c'est normal. Mais comment il y a des pays membres, il y a l'Union européenne qui sanctionne la Russie et tout ça. Ces sanctions-là, il faut savoir que nous sommes dans un système qui a été tissé, fabriqué, monté de toutes pièces par l'Occident. Depuis le 19e siècle, et d'ailleurs, on va dire ici, avec la montée en puissance des pays comme avant même, il y avait la montée en puissance de l'Empire romain, et puis après, plus tard, on parle ici du Portugal, l'Espagne et tout, mais c'est véritablement vers les années, vers le 19e siècle, et on voit ici l'Angleterre se développe beaucoup et commence à tracer un petit peu le chemin que tout le monde devrait suivre. Et quand on prend le 20e siècle, les États-Unis montent en puissance, et la deuxième partie du siècle, ça veut dire après les années 50, après les années de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis s'affirment comme puissance dominante. Et là, on voit un peu l'alliance qui se trace avec les pays occidentaux pour fabriquer un système mondial dans la logique de la globalisation, de la mondialisation. Ce que nous utilisons aujourd'hui dans le monde, c'est un chemin, c'est un écosystème qui a été fabriqué par l'Occident. Ça veut dire que quand les pays occidentaux prononcent des sanctions sur certains pays, c'est en fait en référence au pouvoir non légitime, hein, c'est au pouvoir qu'ils ont à cause du système qu'ils ont mis en place. Et les États-Unis, quand ils prononcent des sanctions, ils disent des sanctions parce qu'ils savent rien qu'avec leur monnaie, ils peuvent faire fléchir n'importe quel pays au monde. C'est pas pour rien que certains pays parlent de la dédollarisation pour s'émanciper, s'affranchir de la puissance américaine sur leur monnaie. Le dollar, c'est une monnaie mondiale. Le système financier que nous utilisons aujourd'hui dans le monde entier, on fait des transactions en ligne ou dans des pays, voilà, entre des pays. Le système SWIFT-là, c'est un système purement occidental. La connexion Internet que nous utilisons au quotidien, il faut savoir que c'est vraiment un système purement occidental. Le commerce mondial, c'est le chemin tracé, les ports, aéroports et tout, c'est vraiment un système occidental. Donc, nous avons même le commerce mondial, le tourisme et plein d'autres choses. C'est que c'est l'Occident qui gouverne et qui contrôle toutes ces zones-là. Ils ont placé des systèmes, par exemple, de satellites et tout, pour surveiller tout ça. Pour dire que si un pays veut hausser les tons et se retirer de ça, les sanctions vont être immédiates. C'est pour ça que les pays de l'OTAN, les pays de l'Occident, occidentaux, peuvent prononcer des sanctions sur d'autres pays à leur guise. Mais les pays des BRICS,
essaient de s'émanciper de ce système-là, de fabriquer un système parallèle, notamment sur le plan financier, avec un réseau international pour que même si on te retire du système SWIFT, que tu puisses continuer à marchander avec les autres et à faire du business. Que ce soit dans le commerce, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la défense, que ce soit dans... Ils essaient, mais c'est un système qui n'est pas encore prêt à être utilisé. Même la monnaie. Jusqu'à maintenant, les grosses transactions financières se font en dollars. Tous les PIB du monde entier sont évalués, estimés en dollars américains. Ça veut dire que ça montre encore la présence, la puissance et la domination des États-Unis. Et les pays des BRICS essaient de trouver des situations, des solutions alternatives. Notamment, ce qu'ils ont prononcé comme ils vont avoir une monnaie à eux. Ils ont choisi d'ailleurs les yuan de la Chine pour remplacer les dollars. Ça veut dire que, voilà, convertir leurs échanges internationaux dans leur monnaie. Et c'est un coup dur pour les États-Unis. Ils ont une volonté de vouloir s'émanciper, créer un autre monde pour désarmer un petit peu l'Occident sur les autres pays. Ça veut dire que les autres pays, tous les pays du monde sont un peu on va dire ici, mis, comment dire, pris en sandwich. Ça veut dire que si un pays ose aller à l'encontre des intérêts occidentaux, ces pays peuvent subir des sanctions et se prendre en plein la figure. Tous les pays du monde réfléchissent plusieurs fois avant de tenir tête aux États-Unis d'Amérique. C'est pour ça. Les États-Unis tiennent les manettes. Il suffit de déconnecter un pays du système du réseau mondial, c'est foutu, quoi. C'est foutu. Un pays est mis sous embargo, c'est compliqué. Quand on prend quelques exemples des pays qui ont été sanctionnés sévèrement, sous couvert des Nations Unies, de l'ONU, mais ce sont les États-Unis qui ont vraiment prononcé des sanctions. On peut parler d'Haïti. Haïti a été flagellé, mais c'est des sanctions peut-être un peu de la France. Quand on prend des pays comme le Cuba, on peut prendre le pays comme l'Iran, on peut prendre le pays comme la Corée du Nord. Ce sont des pays qui ont été flagellés, mis sous embargo, et on a vu comment ces pays ont été coupés du monde. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'hasarder prendre un billet ou un visa pour aller visiter le Cuba, ou l'Iran, ou la Corée du Nord. Vous voyez? Donc, il y a cette puissance-là, ça veut dire que si un pays nage à contre-courant, tient tête aux États-Unis, tient tête à l'Occident, ces pays risquent d'avoir des sanctions terribles. Et trop peu de pays ont la capacité de pouvoir s'en sortir. Pour la première fois de l'histoire, depuis que l'Occident est aux manettes, c'est la Russie qui est le premier pays, je dis bien le premier pays, à pouvoir être capable de s'en sortir et contourner les sanctions occidentales. C'est le premier pays. Et cela lance un message fort que les BRICS commencent à devenir prêts à affronter sur tout le plan l'Occident. Parce qu'ici, la guerre, il faut comprendre que la guerre entre l'Occident et l'OTAN et les pays des BRICS, ce n'est pas seulement une guerre militaire, ce n'est pas seulement une guerre, c'est une guerre, on parle de la guerre hybride. C'est une guerre à la fois économique, à la fois diplomatique, à la fois culturelle, à la fois militaire, à la fois intellectuelle. C'est dans tous les domaines que la guerre s'est fait, la guerre spatiale, la guerre scientifique. Voyez? Mais la Russie peut être une puissance nucléaire et faire peur à tous les pays de l'OTAN. Mais ils savent que, par exemple, dans le domaine économique, la Russie n'est pas si forte. Dans le domaine, par exemple, scientifique, la Russie a des problèmes. Donc, la guerre englobe tous ces domaines-là. C'est une guerre hybride. Et les BRICS essayent de combler ce retard-là face à l'Occident, rattraper l'Occident dans tous ces domaines-là. Et c'est la Chine qui est en première position. Sur le plan scientifique, la Chine a quand même assez rattrapé l'écart avec les pays de l'Occident. Que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau technologique, militaire, ou même de l'espace. Et tout ça, la Chine, c'est le seul pays puissant au monde qui a raccourci l'écart entre un pays non membre des pays de l'OTAN ou de l'OCDE et un pays, voilà. Ça, c'est important à réaliser. Et donc, l'Afrique est sur une balance. Les pays africains peuvent faire le choix de faire des accords, par exemple, de signer des accords avec les pays membres des BRICS. Mais dans l'entretemps, ils se disent, c'est déconnecté complètement de l'Occident. Il y a trop peu de pays africains qui peuvent prendre ce risque-là. Trop peu de pays. Et on va vous couper direct. On vous coupe, on vous met sous embargo, c'est votre peuple qui creve.
C'est un choix difficile. Ce n'est pas simple de dire juste aux politiciens, aux autorités africaines et dire il faut vous déconnecter, l'Occident et tout. C'est ça la volonté. La volonté est là. Mais il faut réfléchir. Ils réfléchissent. Quelle est la position que va prendre l'Afrique? L'Afrique commence à se pencher de plus en plus aux BRICS, mais sous l'œil vigilant de l'Occident. L'Occident vérifie minutieusement, et ce n'est pas pour rien que les présidents africains font des défilés à l'Élysée ou à la Maison Blanche ou à Londres. C'est pas pour rien. Ils sont invités quasi tout le mois. Des pays africains défilent, des pays du Sud défilent à l'Élysée en France ou à Bruxelles, à l'Union européenne ou à Washington ou à Londres. Ils défilent comme pas possible. Vous verrez difficilement les présidents occidentaux venir dans les pays du Sud. Mais les présidents du Sud font des déplacements parfois non officiels. Ce n'est pas annoncé dans le pays. Personne, c'est des informations classées secret défense. Les présidents se déplacent de nuit. Ils viennent ici pour aller parler avec les autorités occidentales. On dit là, on va pas bien. Comme tout récemment un pays, c'est quel pays qui a donné l'autorisation à la Chine de construire sur son sol une base militaire? C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est presque en face avec les États-Unis. Le nom m'échappe, si j'ai ces noms-là, je vais le donner. Ce pays a autorisé l'autorisation à la Chine de bâtir une base militaire sur son pays, mais les États-Unis ont annoncé, ont dit, nous suivons cette situation de près. Donc, le président de ces pays doit répondre aux questions. Vous imaginez à quel point? Et pourtant, c'est un pays souverain. On essaie de défendre la souveraineté de l'Ukraine. Dire que c'est un pays souverain, l'Ukraine a le droit de dire ce qu'elle veut, l'Ukraine a le droit et tout. Mais les pays du Sud, est-ce que ce sont des pays réellement souverains? Au point où ces pays n'est même pas sur le continent américain. Ces pays, c'est un pays africain qui a autorisé la construction d'une base militaire chinoise sur son sol, mais les États-Unis d'Amérique ont annoncé que nous surveillons cette situation de près et nous demandons des explications aux autorités de ce pays-là. Vous vous rendez à quel point? Parce que ce pays est juste en face des États-Unis. En face des États-Unis. Ça veut dire que les Américains se disent, si la Chine construit sa base militaire dans ce pays-là, mais la Chine peut lancer une attaque rapidement à partir de cette base. Or, les États-Unis ont des centaines de bases militaires disséminées dans le monde entier. La Chine est entourée par des bases militaires américaines. Les États-Unis d'Amérique, eux, peuvent construire des bases militaires partout dans le monde. Mais lorsqu'un pays, que ce soit la Russie ou la Chine, que ce soit l'Iran, les pays ennemis des États-Unis osent construire une base militaire hors leur pays, eh bien, ces pays-là doivent des explications aux États-Unis d'Amérique. Vous imaginez à quel point les pays du Sud n'ont pas de souveraineté? Vous voyez à quel point les pays du Sud n'ont pas la souveraineté? Quand les États-Unis vont construire, ou la France, ou le Royaume-Uni vont construire des bases militaires partout en Afrique, partout au Moyen-Orient, partout en Europe, partout. Quel est ces pays qui demandent des explications? Aucun pays. Et quand c'est eux, ils apprennent seulement qu'un pays, déjà, lorsque la Chine a construit sa toute première base militaire en dehors de la Chine, c'était au Djibouti. Il fallait que ces pays-là s'expliquent. Comment vous acceptez, maître? Et dans ce pays-là, je vais vous rappeler, je vais vous dire ici que les États-Unis ont une petite base militaire là-bas pour aller surveiller bien les actions et les opérations de la Chine dans ce pays-là. Donc, c'est vraiment dans ces mondes-là que nous vivons. Et l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique doit maintenant faire? L'Afrique se demande, est-ce qu'il faut se déconnecter de l'Occident? C'est suicidaire. Est-ce qu'il faut basculer du côté des BRICS? Avec beaucoup d'attention, beaucoup de stratégie. Quand un président du Sud fait un déplacement, va en Russie, ça met des tollés, les pays de l'OTAN sont agités, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Et tout ça, ils ont parlé de quoi? Voilà. Mais nous sommes ici en train de saluer le courage et la bravoure de ces trois pays qui nous font l'honneur sur le continent africain, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, à pouvoir faire le pas, essayer, prendre les choses en main, le destin de leur peuple en main. Ils s'en foutent des sanctions de l'Union africaine. Ils ont décidé de devenir une confédération et bientôt une fédération. Ça, c'est un courage à saluer. Embargo, ils sont sous embargo et sous sanction de l'Union africaine. Et on sait qui tient les manettes à l'Union africaine. L'appel est lancé à tout peuple africain.
Ce n'est qu'en travaillant main dans la main, ensemble, qu'on peut arriver à sortir la tête et à être véritablement souverain. Les pays des BRICS nous montrent le chemin. Nous allons peut-être pas suivre l'exemple des BRICS. Tous ne seront pas membres des BRICS. Mais il est temps de pouvoir créer des véritables alliances. Des véritables alliances pour s'émanciper, pour s'affranchir de certains jougs qui pèsent depuis des décennies, voire des siècles, sur le dos des pauvres peuples africains. Il est important de re-questionner les choses, de rentrer dans le contexte et de se poser des vraies questions. Pourquoi eux peuvent le faire et pas nous? Il y a des pays qui ont le droit de fabriquer leurs armes pour leur propre défense. Mais quand un pays africain veut annoncer la fabrication d'armes sur son sol pour sa propre défense, ça n'a pas question. On accepte, dans un pays comme la RDC, il y a des massacres tous les jours. On tue les gens à l'Est. Le pays a toutes les matières et même la connaissance pour se fabriquer ses propres armes. Mais pas question. Les armes, il faut acheter là-bas. Et là-bas, on vous manipule. On contrôle les armes que vous achetez dans votre pays. Les autres, il y a même des entreprises privées en Europe, aux États-Unis qui fabriquent des armes. Des entreprises privées, pas de l'État, privées, qui fabriquent des armes. Mais dans les pays africains, pas question. Vous n'avez pas besoin de fabriquer vos propres armes pour vous défendre. Et des gens meurent. Pour nous défendre, nous devons d'abord signer des contrats. Et faut-il d'abord que ces pays qui nous vendent des armes acceptent? Ça, c'est encore une autre thématique. Hein? Vous ne pouvez pas seulement avoir l'argent et vous décider d'aller acheter des armes à un pays. Il faut que d'abord que ces pays acceptent de vendre des armes. Et il y a des accords internationaux qui donnent le droit à un pays de vendre des pays à un autre. Il faut remplir tous ces critères-là. Sinon, vous n'achetez pas des armes. C'est comme ça que vous apprenez, par exemple, pour la Russie, on dit à la Chine de ne pas vendre. Ce n'est pas une question de donner des armes, c'est vendre, de ne pas vendre des armes à la Russie. On dit à la Corée du Nord de ne pas vendre les armes, à l'Iran de ne pas vendre les armes à la Russie. Mais les autres pays qui sont puissants, eux, il n'y a aucun pays qui hausse le temps pour dire vous n'avez pas le droit de transférer les armes là-bas. Quand les États-Unis, lors de ce même sommet, les États-Unis ont annoncé que d'ici 2026, ils vont transférer des armes, des missiles puissants, longue portée en Allemagne. En Allemagne, ils vont transférer ces missiles-là. Ça sera le plus grand des armes, les armes les plus puissantes des États-Unis sur le sol européen. Quand les États-Unis d'Amérique annoncent une telle chose, vous avez entendu quel pays africain, quel pays européen, l'Europe de l'Est, ou tout ça, demander des explications aux États-Unis pour ces transferts d'armes? Parce qu'il y a des accords internationaux qui recadrent un petit peu le transfert d'armes. Les États-Unis ont le droit de transférer leurs armes partout dans le monde et ne doivent des explications à personne. Quand c'est un autre pays qui achète des armes pour sa propre défense, non, pas question. Pas question. Il faut laisser ces gens-là mourir. On ne vend pas les armes là-bas. On n'amène pas les armes là-bas. Est-ce que vous pensez que le Congo n'a pas assez d'argent pour acheter des armes puissantes et démanteler tous les groupes rebelles qui sont à l'est du Congo? Est-ce que vous pensez que c'est l'argent qui manque? Des politiciens qui détournent des milliards? Quand on parle de contrats en matière d'armes pour les pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et tout, on parle en termes de milliards, même des millions, des centaines de millions de dollars. Au Congo, des politiciens détournent des milliards. Des milliards. Vous pensez que la RDC ne peut pas mobiliser des milliards pour acheter des avions de chasse? Vous pensez vraiment ça? Vous pensez vraiment ça? L'Australie a commandé des sous-marins, un contrat qui a été piqué à la France. Les États-Unis se sont appropriés ces contrats-là. Les budgets, c'est quoi? Les contrats, il est à hauteur de combien? À peu près 4 milliards de dollars américains pour des sous-marins puissants. Vous pensez que les pays africains n'ont pas ces milliards-là pour se fabriquer leurs propres sous-marins? Vous le croyez vraiment? Vous le croyez vraiment? Vous pensez que les pays africains n'ont pas l'argent pour commander leurs propres sous-marins? Est-ce qu'on n'a pas des rivières chez nous? Est-ce qu'il n'y a pas des fleuves chez nous? Est-ce qu'il n'y a pas on n'est pas aussi à côté des océans? Il y a des accords mondiaux. Et pourtant, le peuple africain meurt. Le peuple du Sud meurt. Partout, il y a des guerres. Et nous, on ne peut pas avoir nos propres armes. Ce sont ces choses-là que les BRICS disent qu'il faut que ça change. Tout pays a le droit, selon les décrets des Nations Unies, a le droit de se défendre. Mais pourquoi ces pays-là qui ont le droit de se défendre ne peuvent pas avoir ses propres armes? Ne peut pas avoir ses propres armes. Nous avons de l'uranium, mais on n'a pas le droit de fabriquer des armes nucléaires pour menacer, ce sont des armes de dissuasion. Pourquoi nous, on ne peut pas en avoir?
Pourquoi nous, on ne peut pas avoir des bombes? Pourquoi nous, on ne peut pas avoir des armes lourdes pour menacer nos trucs et tout ça? Un pays comme la République démocratique du Congo, les milices et les rebelles sont partout disséminés dans tout le pays. Partout. La population manque la paix. La population est massacrée partout. À l'Est, n'en parlons même pas. Et la RDC ne peut pas mobiliser le moyen, l'argent, pour avoir des véritables avions de chasse, comme ce qu'on donne à l'Ukraine. Il suffit que l'Ukraine pousse un petit cri, on envoie des centaines d'avions de chasse. Est-ce que vous savez qu'avec les avions de chasse au Congo, on peut mettre fin à la guerre qui est à l'Est du Congo dans quelques mois? Dans quelques mois. Il faut demander à la Syrie. Quand la Syrie a demandé l'aide seulement de la Russie a envoyé quoi? Quelques avions en Syrie et mettre fin à la guerre en l'espace de quelques semaines. Automatiquement mettre fin à la guerre en l'espace de quelques semaines. Vous pensez qu'au Congo, si on a des avions de chasse, on a même une cinquantaine d'avions de chasse, ces avions de chasse-là qui sont redoutables, que ce soit les Rafales français, que ce soit les MiG américains, que ce soit les MiG russes, si on en a une centaine dans ce pays-là, vous pensez que ces milices-là ou ces rebelles qui sont à l'Est, là, qui nous font, qui sèment la terreur-là, vont continuer à semer cette terreur-là? Non. Des chars de combat. Si on a seulement l'argent, on achète des chars de combat. Le président congolais doit quémander, doit supplier des accords. Notamment, là, dernièrement, j'ai appris qu'il y avait un accord qui était en cours de signature avec la Turquie, pour que la Turquie vende à la RDC quelques armes, afin que la RDC se défende. Il faut aller quémander, il faut aller supplier le pays qui vend les armes pour acheter les armes et se défendre. Alors que ces pays du Sud ont la technologie, ont les matières, ont le moyen de fabriquer leurs propres armes sur leur propre sol. Mais pas question, parce qu'il y a des pays qui disent, vous ne pouvez pas le faire. Nous, on peut le faire, mais pas vous. C'est ça que la Chine ne veut pas. C'est ça que la Russie ne veut pas. C'est ça que l'Iran a dit niet. C'est ça que la Corée du Sud ne veut pas. Et si un pays ne veut pas, on lui fait la guerre. Il faut le faire détester par tout le monde. Est-ce que les pays africains n'ont-ils pas le droit de se défendre? Quand on apprend dans le Sahel, là, il y a des djihadistes et tout ça, est-ce que vous apprenez qu'en Europe, il y a des groupes rebelles qui vont tuer les Européens à gauche, à droite? Parce que eux, ils ont la défense. Ils ont des armes. Ils ont tout ça. Est-ce que nous, on ne peut pas avoir notre propre défense africaine pour mettre fin à toutes ces milices-là qui menacent le peuple, qui tuent les gens tous les jours dans nos pays, qui tuent les gens tous les jours? Vous pensez que si les pays du Sahel avaient leurs propres armes et leurs propres avions de chasse sophistiqués, ces rebelles-là qui se cachent dans le désert, ils seraient encore là? Quel est ce groupe rebelle qui est aussi plus puissant qu'une armée régulière? Ces milices-là, ces rebelles qui se cachent à l'est du Congo, ils sont dans des forêts. Si nous, le Congo, la RDC peut s'acheter des drones, des missiles, des trucs, vous pensez que ces rebelles-là seront là à l'espace d'un an? Ils seront exterminés à l'espace de quelques semaines. Quand l'Ukraine réclame les armes, et là, si nous avons les armes, on va faire face à la Russie. C'est pas rien. Mais on a promis une centaine ou 200, je pense, 200 avions qu'on va donner à l'Ukraine pour se défendre. Et un pays africain, quand un pays africain appelle à l'aide pour défendre sa population, pas question. Vous n'avez pas le droit. C'est à vous d'en juger. Il est question de pouvoir faire le choix. Ceux qui vont accéder au pouvoir, il est question de faire le choix. Ceux qui vont voter, il est question de faire des choix, des bons choix. Toutes les vies se valent. Toutes les vies ont de l'importance. Il ne faut pas ici qu'on soit dans un monde où certaines villes valent mieux que d'autres. S'il y a un qui meurt ici, là-bas, c'est une centaine. On a tué 1000 Israélites et là, on est en train de pleurer plus de 34 000 Gazaouites. Ce sont des choses qu'il faut se dire à un moment donné. Non, trop, c'est trop. Toutes les vies se valent. Tout le monde a droit à la vie. Tout le peuple du monde a droit à la vie. De la même manière, il faut secourir la vie d'un Ukrainien. C'est de la même manière qu'il faut secourir la vie d'un Gazaoui. C'est la même manière qu'il faut secourir la vie d'un Nigérien. C'est la même manière qu'il faut secourir la vie d'un Tunisien, d'un Marocain. Et quand c'est la guerre, c'est tel peuple, tout le monde doit se mobiliser. Quand on veut attaquer Taïwan, c'est le monde entier qui doit se mobiliser. Quand Israël pousse des petits cris, le monde entier doit le savoir. Le monde entier doit se mobiliser pour protéger Israël. Pour protéger, c'est bien de protéger la vie des Israélites. C'est bien de protéger la vie du peuple d'Israël. C'est bien. Mais est-ce qu'on peut se mobiliser de la même manière quand les Égyptiens ont besoin de l'aide? Est-ce qu'on peut se mobiliser de la même manière quand il y a des gens qui meurent au Soudan? Le Soudan, la guerre a duré plus d'1 an. Est-ce qu'on en parle dans les médias? Est-ce qu'on en parle? Tous les jours, il faut qu'on nous raconte la gravité de la situation en Ukraine. Tous les jours, il faut qu'on compatisse, qu'on pleure avec les Ukrainiens. Tous les jours, tous les jours.
est-ce qu'on alerte autant pour les gens qui meurent tous les jours au Soudan? Vous savez combien de personnes sont mortes au Soudan? C'est 20 fois, 30 fois les nombres qu'on nous présente en Ukraine. Par une guerre barbare, qui est financée par des pays tiers. Et donc, ces gens-là, les Soudanais, leur vie ne valent-elles pas la vie d'un Ukrainien ou la vie d'un Juif? Nous allons demander aux Africains de savoir prendre des décisions et faire des bons choix. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, un réel plaisir de pouvoir faire cette analyse ensemble avec vous. Et je vous fixe rendez-vous dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. Allez. Ciao. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.